Cesse d'être égoïste, ta sœur a besoin de cet argent, m'a hurlé ma mère au téléphone. J'ai raccroché, appelé mon avocat, et en 5 mots, j'ai mis en vente la maison de mes parents. Aujourd'hui, il maître supplie d'avoir pitié. Cesse d'être égoïste, m'a hurlé ma mère au téléphone, juste après avoir vendu ma voiture pour aider ma sœur. J'ai raccroché, j'ai appelé mon avocat, et en 5 mots, j'ai mis leur maison en vente. Mais quand ils ont joué leur dernier atout, j'ai découvert une trahison que je n'aurais jamais pu imaginer. Ce qu'ils avaient fait était bien pire que de vendre une voiture. C'était une blessure profonde, une attaque contre mon âme même, et ils allaient le payer très cher. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur le bouton et en activant la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires. Votre soutien est essentiel pour nous. Avant de plonger dans les détails de cette histoire familiale compliquée, j'aimerais beaucoup savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est fascinant de voir jusqu'où nos histoires voyagent. Maintenant, commençons. Le soleil de Francfort filtrait à travers les immenses baies vitrées du 35e étage, baignant la salle de réunion d'une lumière dorée, presque triomphale. En bas, la ville s'étendait, un tapis de béton et d'ambition. À l'intérieur, le silence était épais, chargé d'attente. J'étais là, Solène, 29 ans, et je sentais mon pouls marteler mes tempes. C'était le point final de 6 mois de négociations brutales, de nuits blanches et d'une quantité de café qui avait probablement remplacé mon sang. En face de moi, le PDG d'une grande corporation allemande a tendu une main ridée mais ferme. Félicitations, mademoiselle. Nous avons un accord. Les mots ont flotté dans l'air avant d'atterrir dans mon cerveau. Je l'avais fait. Le plus gros contrat de ma carrière. Mais à cet instant précis, mon esprit n'était pas sur les chiffres. Il était à des centaines de kilomètres de là, dans le garage de la maison de mes parents à Écully, près de Lyon. Mon esprit était avec mon joyau, mon rêve bleu ciel, une Alpine à 110 de 1973. Ce n'était pas juste une voiture. C'était un héritage. Je me souvenais encore de mon grand-père, feu mon grand-père, me montrant la photo de cette même voiture dans un vieux magazine. J'avais 10 ans. Il m'avait regardé avec ses yeux pétillants et avait dit, un jour, tu seras assez forte pour conquérir tes propres rêves, Solène. N'oublie jamais ça. Il était le seul dans ma famille à avoir vraiment cru en moi, en ma détermination. Après son départ, retrouver cette épave et la restaurer avec mon oncle Pascal était devenu une promesse, un hommage. Chaque week-end, pendant 2 ans, nous avions poncé, peint, ajusté chaque pièce. C'était plus que de la mécanique. C'était une thérapie, la construction de ma propre valeur, loin des attentes et des jugements de mes parents. Mon téléphone a vibré, me tirant de mes pensées. C'était ma mère, Martine. Sa voix au téléphone était mielleuse, presque trop douce. Ma chérie, alors, ce contrat? J'espère que tout s'est bien passé. Rentre vite, Chloé a une grande nouvelle à t'annoncer. Et puis, il faudrait que tu viennes récupérer ta vieille voiture, elle prend toute la place dans le garage. Sa remarque sur la voiture qui prend de la place a semé une étrange graine d'inquiétude en moi. Une toute petite alarme s'est déclenchée dans un coin de ma tête. Mais j'étais trop euphorique, trop aveuglée par mon succès pour y prêter attention. J'ai balayé ce sentiment d'un revers de la main. Je ne savais pas encore que ce n'était pas une simple remarque. C'était un avertissement. L'avertissement d'un cauchemar qui était déjà en marche. La conversation avec ma mère m'a laissé un arrière-goût étrange, mais l'excitation de rentrer chez moi était plus forte. Comment aurais-je pu deviner que cette douce voix cachait en réalité le début de la plus grande épreuve de ma vie? J'ai pris le premier vol pour Lyon le lendemain matin. Durant tout le trajet, l'image de l'Alpine bleue dansait devant mes yeux. J'imaginais déjà le contact du volant en bois sous mes doigts, le rugissement si particulier du moteur, ce sentiment de liberté absolue que seule cette voiture pouvait me procurer. La fatigue du voyage d'affaires s'est envolée, remplacée par une impatience presque enfantine. J'étais une guerrière revenant de la bataille, prête à retrouver son sanctuaire. Arrivée à la maison de mes parents, une grande bâtisse bourgeoise à Écully, je n'ai même pas pris la peine de passer par la porte d'entrée. Mon cœur battait la chamade. Je me suis dirigée directement vers le garage, la télécommande déjà à la main.
J'ai appuyé sur le bouton. Le moteur électrique a gémi familièrement et la lourde porte en bois a commencé sa lente ascension. Chaque centimètre qui se dévoilait augmentait mon anticipation. J'attendais de voir sa silhouette familière, sa couleur bleu ciel, même sous une bâche de protection. Mais à mesure que la lumière du jour inondait le garage, elle révélait une scène erronée. Une scène de crime. La vieille berline de mon père était là, à gauche, couverte d'une fine pellicule de poussière. Les outils de jardinage de ma mère étaient sagement accrochés au mur du fond. Il y avait des vélos, de vieux cartons, un réfrigérateur hors d'usage. Mais le côté droit du garage, mon côté, le trône de mon Alpine, était vide. Violemment, brutalement vide. Je suis resté figé sur le seuil, ma valise à mes pieds. La télécommande a glissé de mes doigts et a heurté le sol en béton. Le bruit sec a résonné dans le silence assourdissant. Non. Ce n'est pas possible. J'ai cligné des yeux, espérant que l'image change, que ce ne soit qu'une hallucination due à la fatigue. Mais le vide persistait. Au sol, précisément là où aurait dû se trouver le pneu avant droit, une tache d'huile sombre ressemblait à une blessure ouverte. Une plaie béante dans le cœur de mon refuge. Un frisson glacial a parcouru mon échine, effaçant d'un coup la chaleur de l'après-midi. Ma valise est tombée à son tour avec un bruit sourd. Mon esprit s'est mis à tourner à toute vitesse, cherchant des explications logiques. Mon père l'a déplacée. Mon oncle Pascal l'a emmenée pour une révision surprise. Mais il m'aurait prévenu. Toujours. Et mon père savait à peine comment ouvrir le capot. Une peur primaire, viscérale, a commencé à bouillonner dans mon estomac. J'ai couru vers la porte de service qui reliait le garage à la cuisine. Mes talons de créateur martelaient le ciment. J'ai poussé la porte si fort qu'elle a claqué contre le mur. Et ils étaient là. Mon père, Didier. Ma mère, Martine. Et ma petite sœur, Chloé. Assis autour de la table de la cuisine. Ils ne mangeaient pas. Ils ne parlaient pas. Ils étaient assis dans un silence presque cérémoniel, comme un tribunal attendant l'accusé. La façon dont ils ont évité mon regard, la raideur de leurs épaules, l'atmosphère chargée d'une culpabilité non dite. J'ai su. J'ai su avant même que le premier mot ne soit prononcé. L'odeur de ragoût qui venait de la cuisinière, normalement si réconfortante, m'a soudainement paru écœurante. Où est ma voiture ? Ma voix est sortie étranglée, un son rauque que je peinais à reconnaître. Ils n'ont pas répondu tout de suite. Le silence était une confession. Ils n'avaient pas besoin de parler. Je savais qu'ils étaient responsables. Mais ce que j'allais entendre de la bouche de ma propre sœur était encore pire que le vol lui-même. C'était une déclaration de guerre. Le silence s'est étiré, lourd et insupportable. Mon père se tassait sur sa chaise, les yeux fixés sur les motifs du bois de la table. Ma mère se tordait les mains sur ses genoux. C'est Chloé, ma sœur de 25 ans, qui a finalement levé les yeux vers moi. Il y avait dans son regard un mélange de défi et de nervosité. « Oh, ça va, Solène, ce n'est pas la peine d'en faire tout un drame », a-t-elle lancé d'un ton désinvolte, en agitant la main comme pour chasser une mouche. « C'est juste un emprunt. Je l'ai vendu. Dès que ma marque de vêtements décollera, je te rembourserai. Avec les intérêts, si c'est l'argent qui t'inquiète. » Vendu. Le mot a explosé dans ma tête. Vendu, ai-je répété, ma voix tremblante de rage. Tu as vendu ma voiture ? Comment as-tu osé ? Et à qui ? À qui as-tu bien pu la vendre ? Un petit sourire suffisant s'est dessiné sur ses lèvres. Un sourire que je connaissais trop bien, le sourire de celle qui sait qu'elle a touché un point sensible. Oh, à quelqu'un que tu connais très bien. Il était ravi de l'apprendre. C'est Antoine. Antoine. Le nom a résonné comme un coup de tonnerre. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Antoine. Mon ex. Un homme manipulateur et toxique dont j'avais mis des années à me défaire. Un homme qui avait passé notre relation à dénigrer mes ambitions, ma carrière, et surtout, ma passion pour cette voiture. Je me souviens encore de ces mots, dégoulinants de mépris. Sérieusement, Solène, cette obsession pour ce tas de ferraille. Tu devrais te concentrer sur des choses plus féminines. Il avait tout fait pour me rabaisser,
pour me faire croire que mes passions étaient ridicules. Et il l'avait vendue à lui. À lui. Ce n'était plus un simple vol. C'était une humiliation. Une attaque personnelle, calculée et cruelle. Ils n'avaient pas seulement vendu un bien matériel. Ils avaient pris un morceau de mon histoire, de ma fierté, de ma résilience, et l'avaient livré en pâture à mon bourreau. Vous avez fait ça, ai-je chuchoté, le souffle coupé. C'est ma mère qui a répondu, avec ce ton faussement raisonnable qu'elle utilisait toujours pour justifier l'injustifiable. Écoute, ma chérie, Antoine a fait une très bonne offre. 40 000 €. C'était une opportunité pour ta sœur. Il fallait agir vite. 40 000 €. Ils avaient bradé un joyau de collection, un morceau de mon âme, pour une somme dérisoire. Et comment? Les papiers, les clés. Mon père a finalement parlé, sans oser me regarder. J'ai trouvé le double des clés et les papiers dans ta vieille boîte à souvenirs. Nous avons signé pour toi. Signé pour moi. Faux et usage de faux. Ils n'étaient pas seulement des voleurs. Ils étaient des criminels. J'ai regardé leurs 3 visages, les visages des gens qui étaient censés me protéger, et pour la première fois, je n'ai pas vu ma famille. J'ai vu une association de malfaiteurs. Ils m'avaient poignardé dans le dos avec la lame la plus empoisonnée qui soit. À cet instant précis, quelque chose s'est brisé en moi pour de bon. L'amour, la patience, l'espoir que j'avais entretenu pendant des années, tout s'est évaporé, remplacé par une froide et pure détermination. Le jeu avait changé. Ce n'était plus une question de récupérer une voiture. C'était une guerre. Une guerre pour mon honneur, pour mon respect. Et je savais déjà que je n'aurais aucune pitié. Si vous avez déjà ressenti une trahison aussi profonde, une blessure venant de ceux qui sont censés vous aimer le plus, dites-le moi dans les commentaires. Savoir que je ne suis pas seule me donnerait la force de continuer. Face à une telle situation, qu'auriez-vous fait à ma place? Le nom d'Antoine a agi comme un détonateur. Soudain, les murs de la cuisine ont semblé s'estomper, et j'ai été aspirée dans un tourbillon de souvenirs amers. Ma mémoire, comme pour me prouver que cet acte n'était pas isolé, a ouvert les portes de mon musée personnel de la douleur. Chaque salle était une blessure, chaque blessure une preuve que la trahison d'aujourd'hui n'était que l'aboutissement de toute une vie de sacrifices ignorés. La première salle était celle de mes 18 ans. Sur le mur, une unique photo un peu passée. Moi, dans une robe simple achetée en solde, souriant avec effort devant un gâteau de supermarché posé sur la table de la salle à manger. Le cartel de l'exposition aurait pu s'intituler « L'austérité sélective ». La version officielle de mes parents était que la situation financière était difficile cette année-là. Pas d'argent pour une fête, pour une robe de rêve, pour rien de plus qu'un dîner en famille. J'avais compris. J'avais accepté, comme toujours. 3 mois plus tard, en cherchant un document, j'étais tombée sur les relevés de la carte de crédit de mon père. Une ligne a attiré mon attention, une dépense de près de 15 000 €. C'était un voyage de 2 mois en Italie pour Chloé. L'objectif, selon ma mère que j'avais confrontée, était qu'elle trouve son inspiration artistique après avoir raté ses examens d'entrée à l'université. Quand j'ai demandé des explications, ma mère m'a balayé d'un revers de main. Ne sois pas jalouse, Solène. Ta sœur est une âme sensible, elle a besoin de ses expériences. Toi, tu es plus pragmatique. Pragmatique. C'était leur mot pour dire invisible. J'ai avancé dans la galerie suivante, celle de la remise de diplôme ignoré. Pas de photo ici, juste une chaise vide avec ma toge et mon mortier plié dessus. J'avais obtenu mon diplôme d'école de commerce avec mention, la première de la famille à atteindre ce niveau d'études. Mes parents avaient promis d'être là. J'avais même acheté leur billet de train pour Paris. Le jour de la cérémonie, mon père m'a appelé. Ma chérie, une grève surprise des transports. C'est impossible de quitter Lyon. Nous sommes tellement désolés. Sa voix était pleine d'un faux regret qui sonnait creux. Pendant que mes camarades étaient embrassés par leur famille fière, j'étais seule. Plus tard dans la journée, j'ai vu une publication de Chloé sur Instagram. Une photo de toute la famille, y compris mes parents, souriant au premier rang de son exposition de fin d'année dans une petite galerie locale. Sur la photo, le soleil brillait.
Il n'y avait pas eu de grève. Il y avait juste eu un choix. Et comme toujours, je n'étais pas celle qu'ils avaient choisie. Leur mensonge était aussi flagrant que leur favoritisme, mais j'avais continué à espérer, à chercher une reconnaissance qui ne viendrait jamais. L'exposition suivante était encore plus douloureuse. C'était celle où j'avais failli tout perdre à cause de leur négligence. La pièce maîtresse de mon musée de la douleur, la plus grande et la plus douloureuse, se trouvait tout au fond. Le titre de cette exposition était « Le sauvetage silencieux ». Il y a 3 ans, mon père, Didier, mal conseillé par le petit ami, expert en investissement, de Chloé de l'époque, avait tout perdu dans une affaire frauduleuse. Le château de cartes qu'il avait construit s'était effondré. Un matin, le téléphone a sonné. C'était la banque. L'hypothèque sur la maison familiale, cette maison même où nous nous trouvions, était sur le point d'être exécutée. La saisie était imminente. La honte et la panique ont paralysé mes parents. J'ai vu la terreur dans les yeux de mon père, l'hystérie silencieuse dans ceux de ma mère. Chloé, comme à son habitude, s'est simplement enfermée dans sa chambre pour pleurer à cause du stress. Et moi, Solène, la pragmatique, l'invisible, j'ai agi. J'avais 26 ans et je venais de toucher ma première grosse prime. Je n'ai pas réfléchi à 2 fois. J'ai liquidé mes investissements, vidé mon compte épargne et souscrit un prêt personnel qui allait m'endetter pour des années. J'ai organisé une réunion avec la banque. En un après-midi stressant et glacial, j'ai racheté l'intégralité de la dette. Le titre de propriété de la maison de mes parents est passé à mon nom. Ce soir-là, assis à cette même table de cuisine, je leur ai expliqué ce que j'avais fait. Il n'y a pas eu de fanfare, pas d'étalage. La maison est en sécurité, leur ai-je simplement dit. Elle reste votre foyer. La seule chose que je vous demande en retour, c'est de ne plus jamais, jamais, prendre une décision financière irresponsable. C'est notre seul patrimoine. Promettez-le-moi. Ils ont pleuré. Ils m'ont serré dans leurs bras. Ils m'ont appelé leur ange gardien, leur sauveuse. Ils ont promis, juré qu'ils avaient appris la leçon. Et maintenant, je me tenais là, au même endroit, écoutant comment ils avaient profané ce sacrifice. Ils n'avaient pas seulement volé ma voiture. Ils avaient craché sur l'acte même qui leur permettait d'avoir un toit au-dessus de leur tête. Ils avaient utilisé ma confiance comme un paillasson pour aller financer le dernier caprice de Chloé. Le souvenir de leurs larmes de gratitude me brûlait maintenant comme de l'acide. La visite du musée s'est terminée. Le brouillard des souvenirs s'est dissipé, remplacé par une clarté glaciale et tranchante. La douleur était toujours là, mais elle était maintenant affûtée, durcie jusqu'à devenir une lame d'acier. Fini les excuses. Fini les secondes chances. Fini les sacrifices silencieux. L'ange gardien était mort. Et à sa place, quelque chose de beaucoup plus froid et calculateur était sur le point de naître. Leur trahison n'était pas un accident, c'était une habitude. Et j'allais leur apprendre, une bonne fois pour toutes, que les habitudes peuvent se briser. Violemment. Je suis sortie de cette maison sans un mot de plus. J'ai laissé ma valise dans l'entrée, j'ai fait demi-tour et j'ai marché vers la rue, sortant mon téléphone pour commander un VTC. Derrière moi, j'ai entendu ma mère crier mon nom, mais je ne me suis pas arrêtée. Chaque pas sur le bitume chaud était un serment, une promesse à moi-même que cette fois, ce serait différent. J'ai passé la nuit dans un hôtel impersonnel du centre de Lyon, les yeux fixés sur le plafond, rejouant la scène dans ma tête encore et encore. Le choc initial se dissipait, remplacé par les vagues furieuses de la colère. Ce n'était pas juste la voiture. C'était l'audace, le manque total de remords, le sourire triomphant de Chloé. C'était la facilité avec laquelle ils avaient démantelé quelque chose que j'avais mis des années à construire, à la fois physiquement et émotionnellement. Le lendemain matin, après une nuit sans sommeil alimentée par le service en chambre et une rage bouillonnante, j'ai décidé de leur donner une dernière chance. Une toute petite chance. Peut-être que la lumière du jour leur apporterait une once de lucidité. J'ai composé le numéro de la maison. C'est ma mère qui a répondu, sa voix instantanément teinte d'un ton de victime. Solène, Dieu merci tu appelles. Ton père et moi n'avons pas fermé l'œil de la nuit. Nous sommes si inquiets pour toi. Inquiets pour moi, ai-je répété, ma voix plate, sans émotion. C'est intéressant.
Vous étiez aussi inquiet pour moi quand vous falsifiez ma signature sur un document légal? Il y a eu une pause. Ma chérie, ne vois pas les choses comme ça. C'était une procédure nécessaire. Chloé était désespérée. Son avenir était en jeu. Et mon présent, alors, ai-je répliqué, mon calme commençant à se fissurer. Et ma propriété? Ma confiance? Ça, ce n'était pas en jeu, n'est-ce pas? C'était juste là, à votre disposition. Tu es dramatique, a-t-elle dit, sa voix perdant sa douceur pour gagner un tranchant d'acier. C'est une voiture. Tu as un travail excellent, tu gagnes plus d'argent que tu ne pourrais en dépenser. Tu peux acheter 10 autres voitures si tu veux. Chloé, elle, n'a rien. Elle n'a que ses rêves. La logique tordue de ces mots m'a coupé le souffle. Dans son monde, mon succès ne m'appartenait pas. C'était une ressource communautaire à redistribuer à la personne qu'elle jugeait la plus nécessiteuse. Et alors, le coup de grâce est arrivé. La goutte d'eau qui a fait déborder un vase déjà plein à ras-bord de trahison. Sa voix s'est transformée en un cri aigu, strident, rempli d'une indignation qui aurait dû être la mienne. Cesse d'être égoïste, a-t-elle hurlé. Le mot « égoïste » a été craché comme un venin. Toute ta vie, tu as été comme ça, à ne penser qu'à toi, à tes affaires, à ton argent. Pour une fois dans ta vie, tu ne peux pas penser à ta sœur. Ta sœur a besoin de cet argent. Le monde est devenu silencieux. Le téléphone semblait être un bloc de glace dans ma main. Égoïste. Après tout ce que j'avais fait. Après avoir sauvé leur maison. Après avoir avalé des années de favoritisme. J'étais l'égoïste. À cet instant, l'enfant en moi qui cherchait désespérément leur approbation est morte. L'ange gardien de cette famille venait de rendre son dernier souffle. Lentement, avec un mouvement délibéré, j'ai éloigné le téléphone de mon oreille et j'ai appuyé sur le bouton rouge. Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était plein d'une résolution froide et terrifiante. Le procès était terminé. La sentence allait tomber. Le silence dans la suite de l'hôtel était absolu. Le cri de ma mère s'est évanoui, remplacé par un calme inquiétant. Ce n'était pas le calme de la paix. C'était le calme de l'œil du cyclone, ce moment de quiétude mortelle juste avant la destruction totale. La fureur était partie. La douleur était partie. À leur place, il y avait une clarté d'objectif si pure et si froide qu'elle m'a effrayé moi-même. Pendant des années, ma vie émotionnelle avait été un chaos, une tentative constante de naviguer dans les courants imprévisibles de leur approbation. J'étais toujours à la dérive. Mais maintenant, la mer était calme, parce que j'avais enfin accepté la vérité, il n'y avait pas d'amour à gagner, pas d'approbation à mériter. J'étais une fonction, pas une personne. Un moyen pour une fin. Et cette fin serait toujours Chloé. Accepter cette vérité fut comme m'arracher une tumeur de l'âme. Douloureux, brutal, mais finalement libérateur. Je n'avais plus besoin d'essayer. Mon esprit, entraîné à analyser les risques et à exécuter des stratégies complexes, s'est mis au travail. Mais cette fois, le client n'était pas une multinationale. Le client, c'était moi. Et le projet était la démolition contrôlée de la structure de pouvoir qui avait gouverné ma vie. J'ai repensé à mon Alpine. L'image du garage vide m'est revenue, mais cette fois sans panique. Juste une résolution de glace. Ils avaient pris un symbole de mon indépendance. Très bien. J'allais prendre le symbole de leur sécurité, leur maison, et je l'utiliserais pour leur enseigner une leçon sur les conséquences. J'ai sorti de ma mallette un dossier en cuir. À l'intérieur, sous une pile de documents du contrat de Francfort, il y avait un autre dossier. Celui que je n'avais pas ouvert depuis 3 ans. Je l'ai fait glisser sur la table en verre. Le titre était simple, titre de propriété 123 rue du Chêne, Écully. Mon nom, Solène, y figurait, clair et lisible, comme l'unique propriétaire légal. Le premier appel de mon plan était pour le seul homme en qui j'avais une confiance implicite en dehors de mon oncle, mon avocat, maître Dubois. Un homme âgé, au costume impeccable et à l'esprit aussi tranchant qu'un scalpel. C'est lui qui avait géré le rachat de la dette 3 ans plus tôt. Il connaissait chaque détail sordide de la situation. Il a répondu à la 2e sonnerie. Maître Dubois, à votre service.
Maître, c'est Solène. J'appelle au sujet de la propriété de la rue du Chêne. Il y a eu une courte pause. Je comprends. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé qu'ils ont franchi une ligne de non-retour, ai-je dit, sans entrer dans les détails de la voiture. J'ai besoin de passer à l'étape suivante. Celle que nous avions discutée comme plan de secours à l'époque. Une autre pause, plus longue. Solène, êtes-vous absolument certaine? C'est une étape définitive. J'ai regardé par la fenêtre. Le ciel était d'un bleu implacable. Je n'ai jamais été aussi sûr de toute ma vie. Très bien, a-t-il dit. Quelle est votre instruction directe? J'ai pris une profonde inspiration. L'air a rempli mes poumons, froid et pur. Et puis j'ai prononcé les 5 mots qui allaient tout changer. Je veux la mettre en vente. Le silence à l'autre bout du fil était total. Ce n'était pas une menace. Ce n'était pas un bluff. C'était un ordre. Une transaction. Froide, simple, irrévocable. Entendu, a-t-il finalement dit, sa voix redevenant purement professionnelle. Je m'en occupe dès aujourd'hui. J'ai raccroché. Le premier domino venait de tomber. Mon deuxième appel a été pour mon oncle Pascal. Je lui ai tout raconté, y compris le nom de l'acheteur. Il a explosé de rage. Fais-le, ma fille, a-t-il hurlé. Ne les laisse pas s'en tirer. Je suis avec toi à 100%. Son soutien a été comme un baume sur une plaie ouverte. La machine de guerre était lancée. Je pensais que le chemin serait direct, une ligne droite vers la justice. Mais j'avais sous-estimé à quel point une bête acculée peut devenir vicieuse et imprévisible. La vraie bataille ne faisait que commencer. 2 jours se sont écoulés dans un silence radio total de leur part. J'imaginais qu'ils pensaient que je bluffais, que, comme d'habitude, j'allais me calmer et ravaler ma colère. Ils se trompaient lourdement. Le mercredi, l'agent immobilier que Maître Dubois avait engagé s'est présenté à la maison. Et c'est là que l'enfer s'est déchaîné. Ma mère ne s'est pas contentée de lui refuser l'entrée. Elle a joué la comédie de sa vie. Elle est sortie dans la rue en pleurant, en criant, alertant tout le voisinage. Elle a raconté à qui voulait l'entendre que sa fille ingrate et sans cœur, rendue folle par l'argent, essayait de mettre ses propres parents à la rue. Elle a créé un spectacle pathétique et public, conçu pour me faire honte, pour m'isoler, pour me faire passer pour le monstre. L'agent immobilier m'a appelé, visiblement mal à l'aise. Continuez votre travail, lui ai-je dit d'une voix calme. Filmez tout comportement obstructif. Ignorez le théâtre. Je pensais que ce serait leur seule riposte. J'avais tort. Le lendemain, j'ai reçu un courrier recommandé. Une lettre officielle de leur avocat. Mon cœur s'est serré en la lisant. Ils ne se contentaient pas de faire obstruction. Ils contre-attaquaient. Sur le plan juridique. Dans la lettre, ils affirmaient qu'ils détenaient un droit d'usage et d'habitation à vie sur la propriété. Leur avocat soutenait que lorsque j'avais racheté la maison 3 ans plus tôt, il s'agissait d'un accord verbal, d'un don déguisé, qui leur garantissait le droit de vivre dans la maison jusqu'à leur mort. Ils n'avaient aucune preuve écrite, bien sûr. Mais ils menaçaient de porter l'affaire devant les tribunaux, d'appeler des membres de la famille comme témoins de notre accord, de faire traîner la procédure pendant des années. Ils transformaient mon acte de générosité en une arme légale dirigée contre moi. Le plan parfait, la vengeance froide et calculée, tout s'est effondré d'un coup. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. La lettre était un mur juridique qui venait de se dresser devant moi. Un mur construit avec mes propres briques de gentillesse. La panique m'a envahi. Et si je perdais? Et si un juge, ému par l'histoire de pauvres parents âgés, se laissait convaincre? L'idée de les voir triompher, de les entendre rire de ma défaite, était insupportable. Pour la première fois depuis des jours, la façade de femme forte s'est fissurée. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé la seule personne qui pouvait comprendre. Mon oncle Pascal. Dès qu'il a entendu ma voix, il a su. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Oncle Pascal, ai-je commencé, ma voix se brisant en un sanglot. Je crois que je vais perdre. Ils ont un avocat. Ils disent qu'ils ont le droit de rester. J'ai éclaté en sanglots,
Toute la tension, la rage et la peur des derniers jours se déversant d'un coup. J'aurais dû les laisser perdre la maison il y a 3 ans. J'ai été stupide. Et si je perds, tonton? Ils vont gagner. Ils vont me détruire. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil, puis sa voix grave et rassurante a retenti. Respire, Solène. Respire. Tu n'es pas stupide. Tu as un grand cœur. C'est eux qui n'ont pas d'âme. Maintenant, sèche tes larmes. La petite fille que j'ai vue reconstruire un moteur de A à Z n'abandonne pas. Ton grand-père n'a pas élevé une lâche. Tu es une battante. Regarde tes dossiers, relis tout. La solution est là. Je le sais. Tu vas la trouver. Ces mots ont été comme une bouffée d'oxygène. Il avait raison. J'étais une stratège. J'étais une combattante. Dans un instant de désespoir, j'avais voulu abandonner. Le mur qu'ils avaient érigé semblait infranchissable. Mais en raccrochant, une nouvelle détermination m'a envahi. S'il y avait une fissure dans ce mur, même minuscule, j'allais la trouver. Et j'allais la faire exploser. La conversation avec mon oncle a ravivé la flamme. J'ai passé les heures suivantes à éplucher frénétiquement tous les documents relatifs au rachat de la maison, 3 ans plus tôt. Le contrat avec la banque, les relevés de compte, les actes notariés. Rien. Tout était techniquement impeccable, mais rien ne pouvait contrer une affirmation de promesse verbale. Leur stratégie était diabolique, elle reposait sur l'émotion, pas sur les faits. Épuisé et découragé, je me suis affalé sur mon fauteuil. Mon regard s'est posé sur mon ordinateur portable. Mes archives numériques. Une dernière chance. J'ai commencé à fouiller dans mes vieux emails, remontant à 3 ans en arrière. J'ai tapé le nom du directeur de la banque de l'époque dans la barre de recherche. Des dizaines de messages sont apparus, des échanges techniques, des confirmations de virement. Et puis, je l'ai vu. Un email que j'avais complètement oublié. Un message que j'avais envoyé au directeur de la banque la veille de la signature finale. Le sujet était « Clarification intention d'investissement ». Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai cliqué. Je lisais les mots que j'avais écrits 3 ans plus tôt, et c'était comme si mon moi passé venait de me lancer une bouée de sauvetage. J'écrivais « Monsieur le directeur, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, je tiens à clarifier que je procède au rachat de cette créance en tant qu'investisseur afin de préserver un patrimoine familial. Toute disposition future concernant l'occupation du bien par mes parents fera l'objet d'un accord écrit séparé et distinct de cette transaction. » Et la dernière ligne a fait l'effet d'une bombe. La ligne qui allait tout changer. Pour information, je transfère une copie de cet email à mon père, Monsieur Didier, afin de le rassurer sur la sécurité de la transaction. J'avais une preuve. Une preuve écrite, datée, irréfutable de mon intention initiale. Et j'avais la preuve que mon père en avait eu connaissance. Leur histoire d'accord verbal venait de s'effondrer. C'était ma balle d'argent. J'ai immédiatement appelé Maître Dubois. Je lui ai lu l'email au téléphone. Il y a eu un long silence, puis j'ai entendu un petit rire sec. « Solène » a-t-il dit, et je pouvais sentir son sourire à travers le téléphone. « Vous êtes absolument brillante. C'est plus qu'une fissure dans leur mur. C'est une charge de dynamite. Laissez-moi faire. » 20 minutes plus tard, Maître Dubois a envoyé un email à l'avocat de mes parents. Il contenait simplement une copie de mon message de l'époque, sans aucun autre commentaire. La réponse n'a pas tardé. L'avocat adverse s'est retiré du dossier moins d'1 heure après. La tentative de contre-attaque était terminée. Ils étaient désarmés. Le lendemain, c'est Maître Dubois qui m'a appelé. « Votre père est au téléphone. Il est différent. Brisé. Il demande une dernière réunion, dans mon bureau. Il dit qu'il acceptera n'importe quelle condition. Leur dernier rempart était tombé. J'avais gagné la bataille juridique. J'arrivais maintenant à la confrontation finale. Je pensais y aller pour entendre leur reddition inconditionnelle. J'étais loin d'imaginer que c'était là, dans cette salle de réunion stérile, que j'allais découvrir le secret qui était à la racine de toute cette tragédie. Le secret le plus sombre de tous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici,
laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Je suis entré dans la salle de réunion du cabinet de Maître Dubois. Ils étaient déjà là, assis d'un côté de la longue table en acajou. Ils semblaient avoir vieilli de 10 ans en quelques jours. L'arrogance avait disparu, remplacée par une aura de défaite totale. Je me suis assise en face d'eux, avec Maître Dubois à mes côtés, un rempart silencieux d'autorité légale. J'étais prête à dicter mes conditions, à exécuter ma sentence. Mais avant que je ne puisse parler, quelque chose d'inattendu s'est produit. Chloé, qui n'avait pas levé les yeux du sol depuis mon arrivée, a soudainement éclaté en sanglots. Des sanglots profonds, rauques, qui semblaient venir du plus profond de son être. C'est de ma faute, a-t-elle balbutié entre deux hoquets. Tout est de ma faute. Elle a levé vers moi un visage ravagé par les larmes. Je te déteste, Solène, a-t-elle crié, sa voix mêlée de haine et de désespoir. Je te déteste parce que tu réussis tout. Tu as toujours tout réussi. L'école, le travail, l'argent. Papa et maman te regardent toujours avec cette fierté dans les yeux. Une fierté que je n'ai jamais vue pour moi. Jamais. Sa voix est retombée en un murmure brisé. J'ai vendu ta voiture à Antoine parce que je voulais te faire mal. Je voulais détruire quelque chose que tu aimais, pour que tu saches ce que ça fait. Je voulais, juste une fois, être celle qui avait le pouvoir. Mais je ne suis rien. Je suis une ratée. J'ai menti sur l'investisseur, j'ai menti sur mes dettes. Je suis un échec, Solène. Et j'ai entraîné tout le monde dans ma chute. Sa confession, si brutale et si pathétique, m'a laissé sans voix. Pour la première fois, je ne voyais pas une princesse capricieuse, mais une jeune femme brisée par le poids de la comparaison, consumée par une jalousie qui l'avait poussée à l'autodestruction. Le silence qui a suivi était pesant. C'est mon père, Didier, qui l'a rompu. Il avait le visage gris, les traits tirés. Sa voix était à peine un souffle. Elle n'a pas entièrement tort, Solène. Nous sommes les principaux responsables. Il y a quelque chose que tu n'as jamais su. Il a pris une profonde inspiration, comme s'il s'apprêtait à déterrer un secret enfoui depuis trop longtemps. Quand Chloé avait 5 ans, elle a été très malade. Une leucémie. Les médecins nous donnaient très peu d'espoir. Pendant des mois, nous avons vécu entre la maison et l'hôpital, la regardant dépérir. Les larmes coulaient silencieusement sur ses joues. Une nuit, c'était la pire. Les médecins nous ont dit de nous préparer. Ta mère était dévastée. Elle est allée à la chapelle de l'hôpital et elle a fait un vœu. Une promesse. Elle a juré que si Dieu laissait Chloé vivre, elle passerait le reste de sa vie à la protéger, à s'assurer qu'elle ne manquerait jamais de rien, qu'elle ne connaîtrait plus jamais la tristesse ou la douleur. Il a marqué une pause, sa voix étranglée par l'émotion. Et, le miracle a eu lieu. Le lendemain matin, son état s'est stabilisé. Elle a guéri. Mais ta mère n'a jamais oublié sa promesse. Pour elle, Chloé est toujours restée cette petite fille fragile au bord du gouffre. Chaque caprice était un besoin, chaque échec une menace. Et toi tu étais si forte, si indépendante. Tu semblais ne pas avoir besoin de nous. Alors, inconsciemment, nous t'avons mise de côté. Nous avons tout donné à l'une par peur, et nous n'avons rien laissé à l'autre par facilité. La révélation a frappé la pièce comme un éclair. Ce n'était pas une excuse. Mais c'était une explication. Une explication tragique, tordue, qui éclairait d'un jour nouveau des décennies de favoritisme et d'injustice. Leur comportement n'était pas né de la méchanceté, mais d'un traumatisme ancien, d'une promesse irréfléchie qui avait empoisonné notre famille de l'intérieur. Je les ai regardés. Mon père en larmes, ma mère secouée de sanglots silencieux, ma sœur anéantie par sa propre culpabilité. Je n'ai plus vu des monstres. J'ai vu 3 personnes brisées, piégées dans une tragédie qu'elles avaient elles-mêmes créée. La salle de réunion était silencieuse, seul le bruit des pleurs de ma mère brisait le calme. La vérité était là, sur la table, nue et laide. Elle ne changeait rien aux faits, mais elle changeait tout. Je me suis retrouvée face au choix le plus difficile de ma vie. Quel serait mon verdict final ?
Le poids de leurs secrets a rempli la pièce, lourd et suffocant. Pendant un long moment, personne n'a parlé. Je les observais, non plus avec la froideur d'un bourreau, mais avec la distance d'un médecin examinant une maladie complexe. J'ai compris la source de l'infection. J'ai compris pourquoi la gangrène s'était installée. Mais comprendre ne signifiait pas guérir. Et cela ne signifiait certainement pas que je devais me sacrifier pour sauver un organisme déjà malade. Maître Dubois m'a jeté un regard interrogateur. Il attendait mes instructions. La colère s'était dissipée, remplacée par une tristesse profonde et une résolution inébranlable. Ma gentillesse, ma patience, mon désir d'être aimé m'avaient rendu vulnérable. Je ne commettrai plus cette erreur. J'ai pris la parole, ma voix calme mais ferme, coupant à travers l'atmosphère chargée. Je comprends. Je comprends la peur et la douleur qui ont dicté vos actions pendant toutes ces années. J'ai regardé ma mère. Mais votre promesse, faite dans le désespoir, est devenue une prison pour nous tous. Elle a rendu Chloé incapable de faire face au monde réel, et elle m'a rendu invisible à vos yeux. Puis j'ai regardé mon père. Et vous, papa, vous l'avez laissé faire. Vous avez été complice de cette dynamique toxique. Enfin, j'ai regardé Chloé. Et toi, tu as utilisé leur culpabilité et leur peur comme une arme. Pas seulement contre moi, mais aussi contre toi-même. J'ai fait glisser un dossier sur la table. Mon propre dossier. Celui que j'avais préparé. Je ne vais pas annuler la vente pour la bloquer indéfiniment. Mais je ne vais pas non plus vous jeter à la rue. La compassion ne doit pas être une faiblesse. J'ai sorti un document. Voici mes conditions. Ce ne sont pas des suggestions. Ce sont les nouvelles règles du jeu. Maître Dubois a commencé à lire les clauses à voix haute. 1. La procédure de vente de la maison est suspendue, mais pas annulée. Le mandat de vente reste actif et peut être réactivé à tout moment. 2. Vous allez me signer un contrat de location formel. Le loyer sera de 20% supérieur au prix du marché local. Ce n'est pas une punition. C'est une prime de risque pour le propriétaire. 3. Chloé. Tu vas trouver un travail. N'importe lequel. 70% de ton salaire net sera versé directement sur un compte pour me rembourser la valeur réelle de l'Alpine, estimée à 80 000 €, plus un intérêt annuel de 10%. Un expert comptable externe, payé par vous, supervisera les paiements. 4. Mon oncle Pascal sera nommé superviseur officiel de cet accord. Toute plainte de Chloé concernant son travail, tout retard de paiement du loyer, toute tentative de manipulation émotionnelle à mon égard lui sera signalée. Il aura l'autorité légale, via une procuration, de notifier Maître Dubois de réactiver la vente de la maison dans un délai de 24 heures. Sans appel. J'ai posé un stylo sur la table. Voilà le marché. Ce n'est pas de la vengeance. Ce sont des frontières. Des conséquences. C'est la seule façon pour que nous puissions, peut-être un jour, reconstruire quelque chose. Ou pas. La décision vous appartient. Vous signez maintenant, ou Maître Dubois finalise la vente cet après-midi. Ils se sont regardés. J'ai vu la peur, l'humiliation, mais aussi une lueur étrange. Peut-être du soulagement. Je ne leur offrais pas le pardon. Je leur offrais une structure. Un chemin clair, bien que difficile. Mon père a pris le stylo le premier. Il a signé. Puis ma mère. Et enfin, Chloé. Il venait de signer la fin de la famille telle que nous la connaissions, et la naissance d'un ordre nouveau, basé non plus sur des émotions toxiques, mais sur des clauses froides et implacables. Un chapitre venait de se fermer. Mais est-ce qu'un contrat pouvait vraiment guérir des décennies de blessures? 6 mois se sont écoulés. 6 mois d'une paix étrange et structurée. La vie a continué, mais selon les nouvelles règles que j'avais établies. Le premier de chaque mois, une notification apparaît sur mon téléphone, le virement du loyer, ponctuel, au centime près. C'est une transaction froide, impersonnelle, et c'est exactement ce dont notre relation avait besoin. Chloé a trouvé un travail. Assistante administrative dans une entreprise de logistique à Vénissieux. Elle déteste ça. Je le sais parce que mon oncle Pascal me le dit. Elle se plaint parfois à lui, mais elle continue d'y aller chaque matin.
La princesse a été détrônée et apprend, à la dure, la vie d'une citoyenne ordinaire. Toutes les 2 semaines, je vois un virement plus petit arriver sur le compte dédié au remboursement. C'est lent, mais c'est constant. C'est le son de la responsabilité. Mes parents sont devenus mes locataires. Nos conversations sont rares, brèves, et concernent uniquement la maison. Une fuite sous l'évier. La taxe foncière. Il n'y a plus de repas de famille forcés, plus d'attentes non dites. Il y a un contrat. Des règles. Des conséquences. C'est triste, à sa manière. Mais c'est honnête. C'est réel. Pour la première fois de notre vie, notre relation est basée sur une vérité claire, même si cette vérité est écrite noir sur blanc sur un papier timbré. Il y a 2 mois, j'ai utilisé l'argent qu'ils avaient commencé à me rembourser, ainsi qu'une partie de mes économies, et j'ai acheté une autre voiture. Pas une classique. Pas un projet de restauration. Pas un regard vers le passé. J'ai acheté une Porsche 718 Cayman. Rouge. Un rouge éclatant, défiant. Elle n'a pas l'histoire ni l'âme de l'Alpine. Elle n'a pas les souvenirs de mon grand-père. Mais elle a autre chose. Elle est le symbole d'un nouveau départ. D'un rêve qui ne regarde pas en arrière, mais droit devant. Un rêve qui m'appartient, et que personne ne pourra jamais me prendre ou souiller. Parfois, en la conduisant sur les routes sinueuses des Monts d'Or, les fenêtres baissées, je repense à tout ça. Au garage vide, à l'appel téléphonique, au visage défait dans le bureau de l'avocat. Je ne ressens plus de colère. Je ne ressens même plus de tristesse. Je ressens une sorte de calme. Le calme d'un champ de bataille après la fin de la guerre. La paix a été gagnée à un coût exorbitant, mais la paix, au final, c'est la paix. J'ai perdu l'illusion d'une famille parfaite que je n'ai jamais eue. Mais j'ai gagné quelque chose d'infiniment plus précieux, le contrôle de ma propre vie. Mon bonheur n'est plus conditionné par leur approbation. Ma sécurité n'est plus à la merci de leurs caprices. Mes frontières, autrefois floues et perméables, sont désormais des murs de granit. Elles sont écrites, signées et scellées. Elles sont ma nouvelle constitution. Et je suis la seule dirigeante de ma propre république. La paix a un prix, et j'ai décidé que j'étais enfin prête à le payer. Mais la plus grande leçon était encore à venir, une leçon que je voulais partager avec vous. Aujourd'hui, je conduis cette voiture rouge le long de la côte, quelque part vers la Côte d'Azur. Le soleil se reflète sur le capot, le vent siffle à mes oreilles. C'est le bruit de la liberté. Je sais ce que certains d'entre vous pensent peut-être. Que j'ai été trop dure, trop froide. Que j'ai détruit ma famille et l'ai reconstruite comme une transaction commerciale. Et peut-être que vous avez raison. J'ai perdu la chaleur, la proximité, le fantasme d'un amour inconditionnel qui n'a probablement jamais existé. Mais en échange, j'ai gagné ma paix. J'ai gagné mon respect. Je me suis gagné moi-même. J'ai appris la leçon la plus importante de ma vie. Parfois, les mesures les plus extrêmes sont les seuls actes d'amour propre qu'il nous reste. J'ai appris que tracer une ligne dans le sable n'est pas un acte d'agression, mais un acte de survie. Ils m'ont poussé, ils ont franchi chaque limite, ignoré chaque supplication silencieuse pendant des années. J'ai juste eu le courage de construire un mur là où ils refusaient de voir une porte. Ma paix n'est pas joyeuse. C'est une paix mature, teintée de tristesse pour ce qui aurait pu être, mais solide dans la connaissance de ce qui est. Je ne les vois plus comme des monstres, mais comme des personnes tragiques, perdues dans leurs propres failles. Mais j'ai aussi appris que je n'ai pas la responsabilité de les guérir en me sacrifiant. Alors je vous pose cette question, à vous qui avez écouté mon histoire jusqu'au bout. Après avoir tout entendu, la trahison, la douleur, mais aussi le secret tragique qui se cachait derrière, pensez-vous que ma décision finale était la bonne ? Pensez-vous que mettre en place des frontières aussi strictes est un acte de cruauté, ou est-ce la forme la plus élevée de l'amour de soi ? Y avait-il une autre voie possible ? J'aimerais vraiment connaître votre avis. Un immense merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette histoire. Si elle vous a touché, si elle vous a indigné, si elle a résonné en vous, je vous serais infiniment reconnaissante de laisser un « j'aime » sur cette vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et de partager cette histoire avec quelqu'un qui aurait peut-être besoin de l'entendre. Vos commentaires, vos expériences et votre soutien sont le moteur qui me pousse à continuer.
Prenez soin de vous, et n'oubliez jamais de construire vos propres frontières.